qui a vu Eddington dans le chat? Eddington, du coup, c'est le dernier cru de Ari Aster, c'est actuellement en salle. C'est du coup avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone qui est là viteuf et Austin Butler notamment. Et ça raconte du coup l'histoire d'une petite ville dans le comté de Séville, si je ne me trompe pas. Donc il me semble que c'est dans le Nouveau-Mexique, qui subit en fait le Covid en plein cœur, mais qui subit également plein de choses qui se passent autour de l'Amérique dans les années 2020, notamment également du coup le mouvement Black Lives Matter, Blue Lives Matter, des trucs du genre, avec beaucoup une Amérique qui est finalement vraiment est divisée quelque part, et du coup on suit le point de vue de ce shérif qui va vouloir se présenter pour être maire de la ville, alors que c'est Pedro Pascal, le gentil petit loustic, qui est déjà maire et que ça se passe très bien, etc. Alors, c'est un film qui est très vaste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Déjà, c'est un film qui peut sembler, je pense un peu, pour beaucoup, réac. Il y a quand même ce truc où il y a beaucoup de visions sur comment voir les réseaux sociaux, comment voir ce qui se passe actuellement, comment voir plein de trucs qui peut sembler un petit peu réac de prime abord. Parce que moi, j'avoue que je regardais le film et pendant que le film défilait, je me disais... où est-ce qu'il se place? Enfin, il y a ce truc où il y avait un petit débat au début du live où on parlait de ça, où on parlait de placer un film sur si c'est à gauche, à droite, etc. Eddington, je sais pas du tout où il se place. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce truc où j'ai aucune idée de... Enfin, je trouve que l'avis politique sur la vie actuelle, sur le monde actuel, de la part d'Ari Aster, est assez dur à appréhender. Il y a quand même ce truc où c'est un peu compliqué, et... je sais pas trop où est-ce qu'il va en fait avec ce film là, parce que ça entremêle beaucoup de choses, mais quelque part j'ai quand même l'impression que justement c'est parce que c'est confus justement que je trouve le film intéressant. C'est-à-dire que c'est parce que il se passe énormément de choses, qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'intrigue, que le personnage principal de Joaquin Phoenix est trimballé de partout, entre plein de choses qui se passent, etc. Pendant un temps, il est anti-masque, anti-vax, bizarre, etc. Et pendant un temps, ensuite, il est machin... Enfin, il y a plein de trucs du genre qui font qu'en fait, je trouve que c'est un film bien plus complexe que ce que les gens en disent, parce que je sais que le film s'est fait paner à Cannes. Ça arrive, hein, bien sûr, que les films se passent paner à Cannes et qu'en fait, ça soit très bien. C'est parce que aussi, c'est le contexte de Cannes où en fait... à Cannes, ça enchaîne beaucoup de films, et donc avoir des films qui puissent avoir un semblant peut-être un petit peu profond, même si peut-être que c'est pas forcément le cas. Moi, j'estime que c'est un film relativement profond. Avoir un film comme ça, c'est dur à analyser, et c'est beaucoup plus simple en sortie de Cannes de dire c'est de la merde, c'est centriste, c'est bizarre, on comprend rien, etc., que de rentrer dans une analyse très profonde. C'est généralement le problème à Cannes, c'est qu'en fait, comme ça s'enchaîne très 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 vite, il n'y a pas le temps en fait de se reposer et de se dire ok, qu'est-ce qu'on a pensé véritablement de ce film là. Mystic River de Eastwood s'était fait défoncer à Cannes, bien sûr. Pourtant c'est vraiment pas mon préféré, mais je trouve quand même que c'est un film qui essaye d'apporter un discours nuancé sur plein de choses qui se passent aux États-Unis, sur la vision des États-Unis. Enfin voilà, il y a plein de films du genre où en soi, si c'est un peu trop dur à appréhender, ça peut se faire défoncer à Cannes. C'est pour ça que moi, le fait que le film se fasse défoncer à Cannes, ça m'avait pas non plus, ça m'avait touché l'une sans faire bouger l'autre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je me suis pas dit non plus que c'était désastreux. Et donc, là, on a Eddington qui arrive, qui est vendu un petit peu comme une sorte de renouveau du western. Et pour moi, à juste titre, parce qu'il y a quand même ce côté où les thématiques, mais également la vision des choses, déjà, il y a beaucoup de clins d'œil. Et ça, c'est pour ça que ça m'a fait vraiment plaisir de me lancer un petit peu plus dans John Ford grâce à la discussion avec Jean-Baptiste Toré. Il y a quand même ce truc où ça fait beaucoup de références à John Ford. C'est-à-dire que vraiment, enfin, typiquement, là, il y avait un plan où, en fait, c'est lors d'une séquence d'action, d'une séquence un peu de fusillade, tout ça, il y a le personnage, du coup, de Joaquin Phoenix qui tombe dans un endroit où, en fait, c'est un musée amérindien, visiblement, puisqu'il y a la mention de Geronimo, tout ça, des trucs du genre. Geronimo qui apparaît notamment dans La Chevauchée Fantastique, tout ça.
il y a des références. Enfin, je crois que le musée s'appelle le musée de la Monument Valley. La Monument Valley, la vallée monumentale, je sais plus comment ça s'appelle, qui est le lieu de prédilection de John Ford, qui est en fait le lieu également de prédilection de Bill et Coyote par exemple aussi, mais qui est vraiment le lieu emblématique du western américain. Et donc on a ça, on a un plan également où ça s'attarde pas mal d'un endroit où ça fait beaucoup penser au fameux plan de la porte dans The Searchers. Je vais vous le montrer un petit peu pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, mais The Searchers porte. Voilà, voilà, la prisonnière du désert. Il y a ce plan-là qui est vu comme un des plans les plus iconiques de John Ford, où en fait c'est un peu ce côté où il faut laisser aller le Grand Ouest, etc. Enfin, tout un message très complexe autour de ce plan-là, qui serait dur à définir parce qu'il faudrait le voir dans le contexte du film. Mais voilà, il y a quand même ce truc où il y a beaucoup de références à John Ford. Il y a notamment un moment, voilà, il y a un côté 4 dans le cadre, évidemment. Il y a une référence très directe en fait à la fin, au cas où, hein, si jamais, parce qu'il y a ce truc où c'est quand même un film américain, donc il faut répéter plein de fois son message. Au cas où quand même, il y a cette fin où il y a un extrait carrément d'un film de Scorsese qui est Young Mr. Lincoln vers ses destinées. Je suis resté d'ailleurs jusqu'à la fin parce que je savais plus exactement quel film c'était. Je savais que c'était un film de John Ford, mais je me suis dit ok, je suis resté vraiment jusqu'à la toute fin pour voir l'apparition de c'est quoi le film qui est cité. Et c'était Young Mr. Lincoln. Donc vraiment, il y a ce truc où il y a des citations vraiment très claires sous plein de visions. C'est-à-dire que autant du point de vue du détail subtil, où il faut vraiment le noter, que d'un truc très dans ta face de voilà de quoi ça parle, voilà ma référence principale, c'est la carrière de John Ford. Et donc essayer d'aller dans le sillage de John Ford, déjà c'est très complexe. Je trouve que c'est peut-être un peu d'ailleurs le défaut du film, c'est que parfois j'ai un peu des doutes sur où il place sa caméra. C'est-à-dire que je vois à peu près, hein, bien sûr, je trouve que c'est pas non plus un tâcheron, je trouve que c'est pas non plus un film qui soit mal filmé, mais je trouve qu'il y a des moments. Typiquement, pareil d'ailleurs, ce plan-là aussi qui peut faire penser au plan de la prisonnière du désert, hein, que je vous ai cité précédemment avec ce côté 4 dans le cadre. Mais je trouve qu'il y a des moments où je suis pas sûr d'où il place sa caméra, où ça peut être un petit peu confus et où ça pourrait. Enfin, il y a une sorte d'ambivalence pareil avec la vision des images. Parce qu'il y a ce truc-là où c'est quelque chose de nouveau, hein, quelque part par rapport à la carrière de John Ford, c'est comment filmer les images, quelque part. Comment filmer les gens qui filment, en fait. Et ça là-dessus, je trouve que le film est un peu trop sur un équilibre très précaire. J'ai un petit peu du mal. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer un petit peu dans c'est quoi l'opinion politique de Eddington. Et ça, moi, vous savez, c'est toujours un sujet que je trouve un peu complexe. C'est-à-dire que je trouve que c'est toujours un peu dur de définir c'est quoi l'opinion politique, c'est quoi le mantra politique d'un film. Et je trouve qu'avec Eddington c'est encore pire parce que c'est un film qui est extrêmement dense et qui, j'ai pas l'impression qu'il soit en empathie avec un personnage ou avec un autre personnage. J'ai l'impression qu'en fait à chaque fois ça va rentrer selon l'appréciation de l'acteur que vous pouvez avoir. Typiquement, moi, par exemple, je déteste Joaquin Phoenix, je déteste son jeu d'acteur, je trouve qu'il joue comme un pied. Du coup, forcément, j'ai regardé Eddington et j'ai trouvé que le perso d'Eddington était globalement un petit con. Enfin, était un mauvais personnage, enfin, pas en termes de comment il est écrit, mais était en tout cas un personnage où s'il était dans la vraie vie, je trouverais que la personne est mauvaise. Ça, oui. Mais du coup, ça, c'est mon appréciation à moi. Moi, je sais que j'ai eu des gens qui sont venus me parler ensuite, après avoir vu ce film, et qui m'ont dit, moi je trouve que le personnage, justement, je rentre en empathie avec lui. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression quand même que... Et c'est quand même ce truc où, en face, par exemple, il y a Pedro Pascal, qui est l'américain modèle, qui est apprécié de tout le monde. Donc c'est pour ça que moi je rentre là-dedans, et je me dis, mais pourquoi est-ce que... tout le monde... Enfin, j'ai l'impression quand même que le message est suffisamment clair, sauf que ça se base sur ma détestation de Joaquin Phoenix. Donc c'est pour ça que il y a toujours ce côté où placer ce film en se disant qu'il essaye de nous donner tel message, c'est un peu trop se baser également sur c'est quoi notre vision des choses et c'est quoi le truc qu'on a, quoi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, un live? Mais il y a quand même ce truc où c'est beaucoup trop basé vraiment sur notre vision notre vision des personnages et sur notre vision également a fortiori et ce qu'on a envie d'y voir quelque part. Ce qui toujours me dérange un petit peu, c'est-à-dire que Eddington, je sais pas si c'est un film de gauche, de droite.
Je dirais pas ça, parce que déjà moi je trouve que des films de gauche, des films de droite, c'est pas non plus des films, c'est généralement des films où ça me saoule un petit peu de savoir exactement que t'as voulu faire un film de gauche, t'as fait un film de gauche, t'as fait un film pamphlet, etc. Ça ok. T'as voulu faire un film de droite, t'as fait un film de droite, t'as voulu faire un film pamphlet. Ok, ça me saoule encore plus, hein, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où, comme c'est un film qui, j'ai l'impression, est beaucoup dans le constat de la chose, beaucoup dans le constat de qu'est-ce qui est devenu l'Amérique depuis la fin de John Ford, depuis la fin des westerns, j'ai quand même cette impression que je saurais pas tellement le situer. J'ai plus l'impression qu'on est justement à une sorte de place de spectateur autour de ce qui se passe et que le film n'a jamais envie de nous faire rentrer en empathie avec les personnages. Le film n'a jamais envie de faire en sorte qu'on s'identifie à un personnage parce qu'ils sont tous un peu détestables, parce qu'ils sont tous très particuliers et ils sont tous enchevêtrés dans des histoires interpersonnelles très complexes également, qui dépassent également cette simple ville. Enfin, il y a quand même ce truc où à chaque fois, j'ai un problème avec ce côté-là. Et donc, là-dessus, avec ce constat-là, moi je trouve que c'est un film, c'est un film que j'ai adoré, bien sûr, mais je trouve que c'est un film qui mêle également, comme tu le dis, hein, c'est Piol, pardon, beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de storylines également, il y a beaucoup de personnages qui vont parler entre eux, qui vont discuter, où en fait tu ne sais pas du tout où est-ce que ça va, hein, en fait aller. C'est-à-dire que la scène d'après, moi c'est quand même ce truc-là que j'ai adoré, c'est-à-dire que je sais jamais si tel élément va être important sur la suite. Typiquement, la base un peu de tout, c'est une sorte de construction d'un data center. Où est-ce que ça va, quoi? C'est-à-dire, où est-ce que ça va aller? Il y a également une histoire de secte, une histoire qui est absolument géniale d'ailleurs, avec un petit blanc qui essaye de draguer quelqu'un, etc. et qui fait du coup le prophète, tout ça. C'est brillantissime l'écriture de ce personnage-là, vraiment c'est brillantissime. Et voilà, et c'est pour ça justement que je trouve le film... je comprends les gens qui trouvent que c'est un film confus, mais je dirais pas que c'est un film vraiment... je dirais pas ça personnellement, je dirais pas que c'est un film confus, je dirais que c'est un film qui essaye vraiment beaucoup de choses, et qui essaye vraiment qui essaye pas de donner sa vision des choses, et qui essaie pas de juger sur les choses, qui essaie juste de constater. Vous savez, c'est le même avec le New Teaser. c'est vraiment ce film-là, c'est le New Teaser. C'est le mec qui est là en mode... J'observe, je suis le New Teaser. J'observe un petit peu, je dis rien, juste j'observe un petit peu. Et bah tu vois, Argolido, tu mentionnes Death Stranding. Moi je trouve que Death Stranding, typiquement, j'ai pas joué, mais j'ai l'impression que ça rentre un peu dans ce carcan-là, Eddington. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté où si Death Stranding, le but c'était de montrer une Amérique divisée, Eddington le fait également. C'est ça le truc. C'est quand même ce truc où Eddington essaye de montrer vraiment que l'Amérique est divisée et que c'est plus possible de la rassembler, quoi. Et que, en fait, tout part un petit peu à volo, tout part un petit peu à côté. Et typiquement, tu vois, c'est Piol qui dit j'ai pas compris l'intérêt de la secte à part pour faire partir le personnage d'Emma Stone. Bah, déjà, il y a de ça, mais je trouve aussi qu'il y a, pareil, une sorte de message sur ce côté d'être perdu. C'est-à-dire que quand il y a les scènes avec notamment, du coup, Joaquin Phoenix et Austin Butler qui expliquent, du coup, l'intérêt de sa secte, etc., où est-ce qu'elle va, tout ça. Tu sens vraiment qu'il est... Enfin, moi, en tout cas, j'ai senti ça. J'ai senti que le personnage était perdu, qu'il comprenait pas. Et en même temps, ça a un but également. C'est-à-dire que Austin Butler, précédemment, il avait tourné dans Once Upon a Time in Hollywood, qui était déjà un film de secte, sur la secte de Charles Manson. Mais déjà, à cette époque-là, ça parlait de quoi? Ça parlait de cette sorte aussi... Ça parlait de Torrey, il en parle très bien dans son texte Cielo Drive. C'est quand même ce truc du... l'idéal hippie... qui en fait, vu avec les massacres de Charles Manson, à ce moment-là, plus personne pouvait se dire hippie, plus personne pouvait se dire même pour la libération sexuelle, etc. C'était plus possible parce qu'il y a eu ce massacre de Cielo Drive qui a vraiment emmagasiné la chose sur le fait que c'était impossible. Et le parallèle du coup avec les antifas, moi je le trouve un petit peu, je le trouve pertinent dans ce truc-là, de se dire oui mais attention parce qu'il y a des gens qui cassent, etc. Dans la vision, évidemment, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait un parallèle là-dessus entre ce qui s'est passé à Cielo Drive, donc le massacre de Sharon Tate et de d'autres personnes, et avec les antifas. Moi je suis pas d'accord évidemment. Mais je vois le parallèle qui est en train d'être fait, et je suis encore une fois dans le truc du noticeur. C'est-à-dire que je suis en mode, ok, je vois le parallèle qu'il essaye de faire un petit peu,
dans ce côté, est-ce que cette violence et cette abondance de violence, où est-ce que ça va mener finalement? Et c'est un peu, finalement, qu'est-ce que ça donne tout ça? Et c'est un peu moi cette fin aussi qui m'a perturbé, avec... Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent moi je trouvais ça génial sauf la fin où j'ai pas compris où est-ce qu'il va. Et moi plus le temps passe, plus je vois à peu près où essaye d'aller à la fin. Et je comprends où est-ce qu'il essaye d'aller. Et je vois effectivement ce côté du finalement le status quo ne change pas. C'est un peu ça finalement la fin, hein, sans trop en dévoiler. Hein, c'est le status quo ne change pas, tout reste comme il était précédemment. Et c'est un peu finalement je comprends ce qui perturbe également les gens. Hein, c'est ce côté où finalement tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que toutes les storylines qui s'entremêlent, tout ce qui se passe, tout ce bordel, etc. Tout ça pourquoi? Tout ça, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on aille? J'ai pas l'impression que le film, encore une fois, soit dans un jugement. Sur quoi est-ce qu'il faut qu'on aille? Sur quoi est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse finalement? Et il y a quand même ce truc où... Il y a quelque chose où... tout cet enchevêtrement, et typiquement voilà cet intérêt de cette secte là, c'est aussi pour faire partir du coup le personnage d'Emma Stone. Mais pourquoi le personnage d'Emma Stone était là de base en fait quelque part? C'est un peu ça aussi moi que je me suis posé comme question. Pourquoi ce personnage était là à la base, si ce n'est pour finalement donner une vision, enfin donner comment dire, donner quelque chose, un but, une aspérité pour ce personnage là, comment dire, un truc très américain quoi, le rêve américain, il l'a fait, il vit avec sa femme qui fait des petits trucs dans son coin, et puis voilà. Mais il est pas heureux quand même, enfin il a quand même des trucs qui le font chier, enfin voilà quoi. En gros la fin c'est pour dire que malgré les horreurs qui sont arrivées dans la ville, le pouvoir a gagné et le Data Center a été créé. Pas que ça, hein, parce qu'il y a aussi, du coup, l'histoire du petit blanc qui revient à côté. Et qui moi, à ce moment là j'ai l'impression qu'elle est ultra pertinente quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où... Et puis après je te rejoins aussi, c'est-à-dire ce truc là de pourquoi est-ce qu'on se bat alors que y a le truc qui est à côté qui va nous faire chier, etc. Donc c'est pour ça, moi c'est ça le truc où je suis très... Enfin je comprends que le film il perturbe, je comprends que le film il fasse parler également. Je comprends que le film, il montre également une sorte de... Enfin, qui gagne, quoi, quelque part. Qui gagne, qui se bat et qui gagne dans toute cette histoire-là. Et oui, au lit, les gens. Mais, mais qui gagne dans toute cette histoire-là, quelque part. C'est un peu, moi, ce que je vois dans ce film-là, c'est que c'est un combat constant et qui gagne entre, finalement, Joaquin Phoenix et Pedro Pascal. À la fin, aucun des deux, finalement. Ouais, la mère, à la limite, elle a gagné, mais finalement, en fait... Finalement, aucune des deux personnes n'a gagné. Aucune des deux... Enfin, personne n'a gagné dans toute cette histoire-là. Et c'est un peu ça, ce parallèle, finalement. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'il y a des parallèles avec notamment les élections, etc. Notamment Trump, Kamala. Et je vois à peu près ce qui est essayé d'en dire, hein, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où je trouve que c'est là où c'est perturbant. C'est ce truc où c'est pas que sur ça quoi, c'est pas que sur cette élection là, et c'est clairement sur tout ce qui se passe autour quoi. Clairement, enfin moi je trouve que la vision par exemple du mouvement Black Lives Matter et d'un point de vue des blancs, hein, et parce que en fait ce qu'on se rend compte c'est que la ville est majoritairement blanc et de comment ça se positionne, etc. Du point de vue du Covid et du côté anti-vax. Moi je trouve que le seul truc c'est le côté anti-vax qui est vraiment pour le coup assez exagéré, mais en même temps c'est les ricains, ils étaient vraiment fous à ce moment là, hein. Donc vraiment pour moi c'est ça le truc où c'est un film bien plus complexe, j'ai l'impression, que ce que les gens en disent. Et faut pas non plus l'éjecter en disant c'est un film centriste, c'est un film confus, c'est un film machin. Je comprends hein, qu'on pense ça évidemment, mais j'ai l'impression que le film essaye d'aller autre part et qu'il essaye de montrer autre chose quoi. Je suis anti-film de merde, t'as bien raison. Certainement que malheureusement pour ce film, il y a une bataille après l'autre qui va bientôt sortir et ça risque d'être humiliant comme comparaison. Je suis d'accord, donc à voir un petit peu avec une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Alors le caca. Bon, parce qu'on va passer quand même... il y a ce truc où Eddington, je pense qu'on peut se le dire, hein, même les gens qui trouvent ça confus, qui trouvent ça pas terrible, etc. On peut se dire que Eddington c'est un peu mieux que certains Lame Chauve. Parce que moi du coup j'ai vu certains Lame Chauve en avant-première il y a un petit moment. en fait il y a ce truc où je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit de la merde, à ce que ça soit tout pourri.
Et en fait, je l'ai vu, et je me suis dit, mais en fait, ça va. Enfin, ça va. C'est nul, hein, c'est sûr. C'est pas un bon film. C'est vraiment pas un bon film, c'est un mauvais film. C'est pas très bien. Ok. Maintenant, est-ce que c'est le pire film que j'ai jamais vu? Est-ce que c'est la pire comédie que j'ai jamais vue? Je peux pas dire ça, par contre. Hein. Il y a quand même ce truc où, en vrai, je trouve que, ouais, il y a un côté un peu Philippe Lachaud. Et en fait, moi, ce qui m'a perturbé, particulièrement, et ce qui m'a fait rentrer un petit peu dans le film dès la première scène, c'est que dans la première scène, il y a ce truc où la lumière est plutôt belle, la photographie est plutôt jolie, il y a un truc dans le grain, il y a un truc quelque part. Enfin, il y a un truc dans les scènes où globalement je trouve ça pas si mal filmé. Alors, je trouve qu'il y a des scènes qui sont atroces, je trouve qu'il y a des scènes qui sont pas mal. Je trouve il y a notamment, enfin, il y a ce truc où, bon, au niveau de l'humour, il y a plein de scènes qui me font beaucoup rire dedans. Mais il y a plein de scènes que je trouve vraiment pas terribles. En fait, c'est surtout ce truc où c'est un enchaînement de scènes. Et c'est pour ça que c'est très très inégal également. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté où c'est extrêmement, extrêmement inégal. Ça n'a, il y a des scènes qui sont hilarantes, il y a des scènes qui sont dégueulasses. Mais il y a ce truc où pareil, il y a un jeu parfois, il y a un moment où il y a un jeu avec les flashbacks que je trouve vraiment intéressant. Enfin, il y a ce truc-là où il y a toujours quelque chose à garder quelque part dans ce genre de film-là. C'est mauvais, évidemment, c'est mauvais, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où il y a des scènes à garder. Et film TikTok, par son dynamisme, je pense pas, parce qu'il y a ce truc où, pareil, il y a des moments qui sont chiants, il y a des moments où ça va trop vite. Enfin, il y a un problème au niveau du rythme global, et il y a un problème au niveau, pareil, de la fausse prothèse chauve de Kev Adams, parce que de ce que j'ai compris, il a pas voulu se raser le crâne pour ce film-là. Que je trouve totalement con, mais et pareil, il y a un côté très prévisible dans beaucoup de scènes qui est très perturbant, ça c'est sûr, mais il y a quand même ce truc où je trouve que tout n'est pas à jeter non plus, et c'est, moi vous savez, c'est toujours ce truc là où toujours j'essaye de faire en sorte de voir des films en me disant qu'est-ce qu'il y a à sauver? Qu'est-ce qu'il y a à sauver tout le temps? Même de voir, je sais que je fais ce chemin de croix parfois, d'aller voir un mauvais film au moins au cinéma dans l'année, en sachant que ça sera mauvais, en me disant pertinemment que ça sera nul à chier. Évidemment, ça va être nul à chier, c'est sûr et certain. Je le mets quand même peut-être en dessous de Memories of Murder. Faut encore qu'il mouline un petit peu dans mon crâne, mais je pense qu'il est en dessous de Memories of Murder. Mais vous savez, il y a ce truc où il y a toujours quelque part dans ce genre de film des trucs un petit peu à sauver. Et c'est ça quelque part qui est beau dans le message, c'est-à-dire que typiquement, c'est une scène qu'on voit un petit peu dans la bande-annonce, hein, mais je crois qu'on le voit par là, je suis plus sûr. Mais il y a ce truc où il y a 3 plans, parce que à la base le réalisateur, je crois que c'est Camille Delamarre, si je ne me trompe pas, qui est réalisateur notamment d'un des épisodes de la saga Le Transporteur. Et donc il y a quelques plans comme ça, où en fait c'est vraiment filmé comme un bon petit film d'action, c'est pas mal. Enfin, il y a 3 plans, hein, vraiment 3 plans max, hein, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où, quelque part, c'est quoi le message qui ressort de certains Lames Chauves? Si je devais en donner un. Le message à l'intérieur du film est dégueulasse, on s'en branle, enfin voilà. C'est nul, oui, rasez-vous les cheveux si vous avez une calvasse, bon, ok. D'accord. C'est un film dans son temps, à la limite, ça oui, ça parle de plein de trucs, tout ça, enfin voilà. Mais il y a une étude de la chose, mais qui est pas non plus vraiment très poussée, je trouve, enfin voilà. Mais quand même, oui, c'est moi qui avais fait un TikTok sur un montage, j'avais conseillé, j'avais trouvé ça vachement bien. Mais quand même, je trouve que le méta-message autour de certains Lames Chauves, c'est ce truc de dire, peu importe la nullité d'un scénario, d'une œuvre, d'un film, de comment il se passe un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans le film, les techniciens français de cinéma vont toujours essayer de trouver un moyen de s'amuser un petit peu. Et ça, moi, c'est toujours quelque chose que j'apprécie, vraiment, quand je vois des films au cinéma, particulièrement des films français, c'est de me dire, il y aura toujours un brin de bonté là-dedans, et un brin de choses qui seront belles. Alors ça pareil aussi, je l'ai mentionné, parce que quand même je vais noter également un autre défaut quand même du film. Il y a beaucoup de marques fictives dans le film, parce qu'il va travailler pour une marque de boissons énergisantes, il va y avoir une fausse télévision, il va y avoir un faux groupe de métal, tout ça, des trucs du genre. Tous les logos, j'ai l'impression, sont faits par IA. Alors je sais pas comment ça s'est passé, hein. Je sais pas si c'est un graphiste qui les a un peu emboucanés là-dessus, ou si c'est un graphiste qui a juste profité de ça, enfin voilà. Mais
tous les logos, j'ai l'impression, sont faits par IA. En tout cas, ils sont totalement... comment dire, ils sont totalement basiques, comme si c'était fait par une IA, quoi, globalement. Donc c'est pour ça que, enfin, je vais pas l'accuser d'utiliser de l'IA, etc. Ça se trouve, c'est pas le cas, et c'est juste que c'est purement un truc basique, ok. Mais il y a quand même ce truc où tous les logos du film sont ultra basiques, ce qui, en fait, quelque part, renforce ce que je disais sur le message, c'est-à-dire que il y a ce truc où le film force avec le fait d'être une sorte de métafilm et d'être un film à regarder en sachant que c'est un film, quoi, quelque part. C'est un peu ça. Il y a tellement de logos faits par l'homme qui pourraient être de lire, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où je trouve que la patte du film, certains passages, certaines scènes, forcent avec le fait que tu sais que tu regardes un film. Le fait qu'il y ait que des fausses marques, que des trucs du genre. Alors qu'en plus, c'est assez facile de faire en sorte, enfin de faire, je sais pas, un partenariat avec TF1, de faire en sorte que la télé qui soit montrée soit TF1. Voilà, c'est classique. Mais il y a plein de trucs comme ça qui forcent le fait que vous savez que vous regardez un film quand vous regardez ce film-là. Et je trouve que justement, c'est un film à ne voir que comme ça. À ne voir que comme un film à regarder au second degré. Ça soit sur Discord, alors n'allez pas le voir, hein, évidemment. Enfin, n'allez pas donner la thune au cinéma. Je pense qu'il y a bien mieux à aller voir, hein, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où, à regarder sur Discord et à analyser comme ça sur l'état du cinéma français, l'état de plein de choses, etc. Je trouve que c'est déjà plus pertinent. Donc voilà. Ensuite, du coup, je vais vous parler pour le coup d'un bon film français. Je vais vous parler du coup des Filles Désir. J'ai mis la musique au début, je trouve que la musique est pas terrible. Les Filles Désir, du coup, c'est un film qui se passe à Marseille. Un peu, je crois, dans la cité. Alors, il y a plein de cités à Marseille, évidemment. Moi, je suis Marseillais, hein, je le précise, mais je connais pas tous les endroits de Marseille. Je sais pas où tout a été filmé. Mais ça se passe également sur la plage, etc. Ça raconte l'histoire du coup de Omar qui est très heureux dans sa vie, qui a sa copine, tout ça, et d'un coup revient Carmen dans sa vie, qui était en fait une de ses amies d'enfance, qui essaye de faire table rase du passé, sachant qu'elle a eu un passé assez tumultueux, et du coup voilà, elle essaye de refaire sa vie, sachant qu'il y a Omar qui traîne autour et qui lui vit sa vie, et que en fait il y a une sorte, c'est pas un triangle amoureux nécessairement, mais un petit peu quand même. Autour des trois, parce que vous savez, la notion de triangle amoureux, c'est souvent des sortes plus de montagnes, parce qu'en fait il y a pas un triangle, il y a trois côtés, quoi, et généralement les triangles amoureux il y en a deux. Donc il y a quand même ce truc où il y a ce choix presque millénaire, hein, dans le cinéma français, entre la maman et la putain, en référence au film de Jean Eustache, hein, que je dis ça évidemment, et quelque part il y a ce choix là qui est fait il y a ce choix là, il y a cette dynamique là qui est fait autour du film, avec du coup ce personnage d'Omar qui quand même va moins peut-être se laisser faire que dans le film de Jean Eustache, et qui va moins se laisser porter, et globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il y a quand même ce truc où déjà j'ai adoré l'écriture du film. J'ai adoré parce qu'il y a un truc où, de ce que j'ai compris, tous les acteurs sont les co-scénaristes du film, ont coécrit le film, parce que en fait ils ont participé vraiment à des sortes de sessions d'écriture, etc. Je sais pas comment ça s'est passé exactement, je sais pas les tenants et les aboutissants, je sais pas du tout comment ça a pu se produire, mais de ce que j'ai l'impression, il y a quand même ce truc où ils ont apporté du leur, quoi. Oui, il y a Chopper dans le film, oui. Bon, tu le verras pas plus longtemps que dans cette bande-annonce, hein. Mais il y a quand même ce truc où ils ont apporté de leur propre argot, de leur propre manière de parler, de leur propre manière d'agir, etc. Donc il y a un côté très naturel dans le film. Il y a quelques moments où, avec le montage, j'ai un peu du mal. Et il y a quelques moments où je trouve qu'il y a des problèmes, où je trouve que c'est pas génial, etc. Et putain, j'avais pas vu le nombre de pouces rouges, putain, mais wesh, mais c'est un film tranquille dans son... Bref. Et il y a quelques moments où j'ai un peu du mal avec comment c'est monté, où en fait ça brise un petit peu ce naturel là, mais en même temps je pense que il y a ce truc où je sais pas comment ça a été filmé, peut-être ça a été filmé un peu en mode impro, un truc du genre, et je sais pas du tout comment ça a pu se faire, hein, bien sûr, mais
je pense qu'il y a un truc où comme ça a dû parfois raccorder entre deux prises pour faire en sorte que la scène soit écourtée un petit peu par rapport à ce que ça voulait faire au niveau du rythme, parce qu'en fait le rythme global du film il est nickel, mais c'est le rythme vraiment parfois entre certaines scènes ou à l'intérieur de certaines scènes qui peuvent faire un petit peu compliqué. Ouais voilà, ça fait penser un petit peu à Keshish par moment. Et globalement, moi Marius et les gardiens de la cité phocéenne j'ai pas vu, j'ai préféré voir un autre film marseillais, mais voilà, mais... Globalement, oui, non mais j'imagine bien Shizen, évidemment. Mais ça me choque parce que putain, c'est un film dans son... Bref, voilà. C'est même pas un film surmédiatisé, hein. C'est vraiment, c'est un film qui est dans son coin, qui a probablement pas coûté grand chose en plus parce que c'est un premier film. Avec beaucoup d'acteurs où je crois que c'est leur premier film également, donc voilà. Mais je trouve que il y a ce truc où les personnages, et ça là-dessus ça m'a beaucoup touché parce que moi, vous savez, je vous l'ai dit, je suis marseillais. Il y a ce truc où j'ai été particulièrement touché par... non, même pas Poisson. C'est du Keshish en bien, si je dois être un peu plus honnête. Parce que j'adore Keshish en bien sûr, mais je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué. Mais là où ça m'a particulièrement touché, c'est que j'en ai discuté, je suis allé voir le film avec une amie parisienne, et en fait, j'ai dû lui expliquer Marseille, et lui dire que en fait, à Paris, tout le monde est un personnage principal de sa propre histoire. Mais à Marseille, tout le monde est un personnage, mais pas nécessairement le personnage principal. Et tout le monde sait, tout le monde peut agir en tant que personnage secondaire d'une plus grande intrigue, en tant que personnage de support, en tant que personnage d'antagoniste, et en tant que plein de trucs. Et globalement, il y a ce truc où ça fait qu'il y a une forte dynamique dans Les Désirs, qui je trouve s'équilibre super bien avec le temps, c'est-à-dire qu'on apprend de plus en plus à bien connaître les personnages, et en même temps ils sont définis très rapidement, et il ne cache jamais ces personnages-là. C'est pour ça qu'il y a un naturel de toute manière dans ce qui se passe, qui est vraiment très profond, et où je trouve que c'est vraiment, il y a des très belles scènes, et il y a aussi des scènes, pareil, je mentionne pas, et d'ailleurs j'aurais dû le mentionner pour Eddington. Eddington est très drôle, mais Les Filles Désir est très drôle également. Il y a beaucoup de scènes en fait dans Les Filles Désir qui m'ont vraiment fait hurler de rire, hein. Notamment il y a une scène, la scène des burgers, pour pas trop spoiler. Mais j'ai hurlé de rire, et dans la salle également, ça a hurlé de rire également. Enfin, c'est trop bien, c'est des trop bonnes scènes. Je trouve que c'est des scènes vraiment super bien faites. Et globalement, je trouve que c'est un film vraiment que je vous conseille. Je suis pas un grand fan de la BO. C'est vraiment le truc qui pour moi est pas terrible. J'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup comment ça se passe, j'aime beaucoup la fin également. Enfin, il y a plein de trucs. J'aime juste pas à la fin parce que il y a la musique qui s'appelle Les Filles Désir qui se lance, et je trouve que c'est... presque ça colle pas, j'ai envie de dire, enfin voilà, mais c'est un avis personnel, et je trouve que c'est vraiment un super film. Pour un premier film, c'est assez époustouflant au niveau de la caméra, au niveau du rythme et de la fluidité de la chose. Donc je trouve que c'est vraiment un super film que je vous conseille beaucoup. Et un super film coming of age, contrairement. Alors, ça c'est un film, j'en entends parler depuis un an. C'est-à-dire que ça y est, il sort enfin en salle cette semaine. Mais ça fait un an que j'en entends parler parce que je vois tout le monde en parler sur la sphère Letterboxd, etc. Je dois dire que je suis un peu circonspect parce que je l'ai vu du coup ce matin. C'est tout. Genre, enfin, c'est pas c'est tout, mais c'est... Oh, vous avez vraiment maxé un film qui est pas terrible, quoi. Enfin, c'est pas nul. C'est vraiment pas nul, hein. C'est pas un mauvais film et tout, mais c'est basique, quoi. C'est-à-dire que je pense, premier degré, que les gens se sont fait matrixer également par A24, hein, vraiment. Enfin, et du coup, là, c'est pas A24, mais c'est Focus. Mais les gens se sont fait matrixer par ce genre de patte-là, où je trouve que c'est... Là où c'est pas terrible particulièrement, c'est que ça serait sorti sur Netflix. Personne n'en aurait entendu parler. Vraiment, personne n'en aurait parlé. Je ne comprends pas pourquoi ce film-là, tout le monde en a parlé. Alors, il y a quelques subtilités qui sont pertinentes, qui sont intéressantes dans le rapport raciste et sexiste dans l'adolescence. Parce que du coup, oui, Didi, j'en ai pas parlé. Didi, en fait, ça raconte l'histoire du coup de Didi, donc c'est Chris, c'est ça, qui en fait est un jeune adolescent en 2008, si je ne me trompe pas. Ou peut-être un petit peu avant, je sais plus exactement, peut-être 2004, je sais plus, parce que c'est vraiment au début de YouTube, etc. Donc je crois que c'est plus 2005-2006. Qui a 13 ans, qui est au collège, etc. Et qui en fait filme des petites vidéos dans son coin tranquille.
Notamment, il filme des skaters, etc. Enfin, il filme plein de gens. Il arrive en fait à... Quelque part, parce que quelque part, c'est un personnage également assez autiste et qui est pas le plus populaire hein, de sa bande de potes, ni du lycée. Et en fait, il va réussir à communiquer avec les gens grâce à ce qu'il filme, en partie. Voilà, et en même temps, il va avoir des problèmes avec ses parents, avec sa sœur, etc. Enfin, voilà, plein de trucs du genre. Et avec sa grand-mère également, enfin... Voilà, et il a une vie qui est un petit peu compliquée, et les gens autour de lui placent beaucoup d'espoir en lui, mais quelque part il est pas génial comme type, c'est une personne un petit peu médiocre. Enfin voilà, c'est sympa, moi j'ai bien aimé, mais vraiment ceux qui ont mis 4 étoiles et demie, j'ai pas compris. Ouais, c'est un peu mon avis, c'est-à-dire que je me dis, mais c'est sympa, c'est pas mauvais, c'est pas un film de merde, mais putain, il s'en faut peu, hein. C'est-à-dire que moi j'ai vu plein de gens dire que c'était un chef-d'œuvre, etc. C'est pas fou quoi, c'est à dire que en fait moi ce qui m'a perturbé c'est que c'est très classique quoi, c'est à dire que j'ai vu ça des tonnes et des tonnes de fois et il n'y a pas particulièrement de modernisation ni de manière de voir les choses différemment. Quelques aspects comme j'ai dit, c'était l'aspect vraiment ethnique, enfin le racisme, le sexisme et la misogynie à cette époque là, etc. Ils commencent à analyser comment c'est disséqué. Mais pareil, c'est un petit peu compliqué également parce qu'en fait, c'est moi ce que je trouve un petit peu chiant, c'est qu'on va se placer uniquement du point de vue de Didi et que j'ai l'impression que le film veut beaucoup qu'on s'identifie à lui de par plein de choix qu'il fait en fait dans le film. Et où je trouve que c'est d'autant plus un petit peu compliqué parce que c'est pas un personnage génial. Et je veux bien évidemment que plein de gens soient pas des personnages géniaux et qu'on peut s'identifier à eux. Mais là, c'est vraiment, il y a plein de trucs où je trouve que c'est pas un personnage, c'est pas une très bonne personne en fait, c'est aussi ça. Mais il y a plein d'éléments où je trouve que, ouais, j'ai déjà vu tout ça et en fait, ce que ça aurait pu apporter de nouveau, c'est-à-dire cette exploration nostalgique des années 2000, etc. Je trouve justement que c'est pas si profond que ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments où je me dis, mais en fait, c'est pas si fou que ça et ça va pas assez loin. Et où je trouve que c'est. Ouais, je trouve que c'est. En tout cas, it's not that deep, ça c'est sûr et certain, mais clairement, j'ai déjà vu ça des tonnes de fois, j'ai déjà vu ça avec plein de réalisateurs, plein de gens qui ont voulu explorer l'adolescence, et où c'était plus ou moins les mêmes ressorts et les mêmes choses, que ça soit des films du Nouvel Hollywood, que ça soit des films plus récents, type, je sais que ça a beaucoup comparé à Mid-90s, donc 90s de Jonah Hill. Oui, à la limite, ça c'est plus compréhensible parce qu'en plus, c'est un peu les mêmes univers, tout ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça a déjà été exploré des tonnes de fois, il n'y a rien de nouveau, je vois pas pourquoi ce film-là plus qu'un autre, quoi. Et j'ai l'impression que c'est juste parce qu'il y a une sorte de grosse campagne marketing un peu A24 corps, Letterboxd, tout ça, et que c'est pas aller plus loin que ça, hein. C'est vraiment une sorte de, ouais, un Life of Chuck, hein, ça c'est sûr, et où plein d'éléments qui font que j'ai vraiment pas... j'ai pas trouvé ça mauvais, hein, bien sûr, mais j'ai pas trouvé ça incroyable non plus, quoi. Après, est-ce que le fait que ce soit un film asiatique de l'Est joue pas en compte avec la mode de bander sur la Chine, le Japon, la Corée? Ouais, mais... ouais, mais même ça, finalement, ça a déjà été exploré dans Everything Everywhere All At Once, que vous vouliez ou non. Enfin, pareil, ce rapport à l'identité, je trouve qu'il est ultra important dans le film, et je trouve que c'est un des rapports les mieux explorés, hein, bien sûr. Mais je trouve que ouais, il y a plein de petits soucis et plein de trucs qui font que c'est pas non plus génial. Enfin, en tout cas, je comprends pas la hype qu'il y a autour de ce film-là, je vous l'avoue. Contrairement à un très bon film, un peu plus coming of age pour le coup. Alors, côté voix, alors je dois vous avouer, j'ai été très perturbé par ce film. C'est-à-dire que j'ai donné une note tout à fait lambda, mais en vérité, je sais pas trop. Enfin, il y a un élément qui fait que je sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une fiction ou un documentaire. C'est-à-dire que je sais que le film, il est sur film-documentaire.fr, mais en même temps, le réalisateur en parle comme un film de fiction. Et alors, je sais que voilà, il y a... Juste là, j'ai une interview du réalisateur qui dit « Dans Côté Voix, j'ai tenté de documenter au plus près la réalité des protagonistes, tout en l'offrant par la fiction, une réflexion sur la persistance de la violence dans une région marquée par l'histoire de l'esclavage transatlantique, puisque
Du coup, ça se passe en Guyane, à Cayenne plus précisément, avec du coup Melrick qui a 13 ans et qui va chez sa grand-mère. Et en fait, il essaye d'apprendre du tambour pour rendre honneur finalement au fils de sa grand-mère, donc qui est décédé il y a de cela 11 ans. Et qui lui-même faisait de la musique et qui faisait du tambour, tout ça. On ne sait pas exactement les conditions de comment il a été assassiné. Visiblement, c'était une histoire de guerre de gang, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a ça qui se passe. Et du coup, en fait, moi, là où ça m'a perturbé, c'est que je sais pas exactement si c'est une fiction ou un documentaire. Parce que il y a ce truc où comment ça documente certains aspects, comment ça parle de certaines choses dans le film. Je suis très perturbé parce que, en fait, au début, je me suis dit, ok, c'est une fiction, mais qui est filmée comme un documentaire, donc un peu comme les films de Sophie Le Tourneur, par exemple, qui ont ce naturalisme-là très proche et très précis. Et en même temps, après, je me dis, mais en fait, non, j'ai l'impression que c'est plus un documentaire qui est filmé comme une fiction, qui est filmé comme un documentaire. Enfin, il y a cette patte-là qui est très étrange. Et du coup, je ne sais pas trop comment juger côté voix. C'est un peu ça qui me perturbe, c'est pour ça que j'en parle comme ça. C'est-à-dire que je sais pas trop sous quel aspect le juger. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film vraiment très bien réalisé, très beau, très bien rythmé. Je trouve que c'est un film, voilà, il dure 1h17, on se fait jamais chier. Je trouve que c'est vraiment, on est emporté vraiment par ce qui se passe à l'écran. Top, nickel. Et je trouve que il y a plein de trucs où ouais, le jeu des acteurs tient toujours du documentaire dans tout le cas, oui bien sûr, mais et là du coup c'est que des acteurs non professionnels, de ce que j'ai compris, mais du coup c'est des acteurs non professionnels, donc ça reste un docu, une fiction. Enfin, il y a ce truc où c'est presque une sorte de documentaire sur sa propre conception, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a interrogé constamment devant le film, et ce qui m'a perturbé quelque part, ce qui je pense m'a fait sauter quelques petits détails, etc., c'est que je savais pas où classer, parce que pour moi, voilà le truc, les notions de genre au cinéma, je trouve que c'est pas très perspicace. Mais par contre, il y a un truc où je divise beaucoup, c'est documentaire fiction. Quand même ce truc-là, c'est-à-dire que soit tu filmes des choses et juste tu es présent et t'es là pour en tenir témoin, avec ta patte, avec ta réalisation évidemment, mais si tu filmes une fiction, bah, c'est que tu refais des prises, etc. Là, en fait, de par les choix, de par comment ça se passe à certains moments, tout ça, de ce que j'ai compris, j'ai lu des interviews du réalisateur également, parce que je voulais en apprendre plus, du coup, Maxime Jean-Baptiste, le réalisateur. Et ce qui m'a perturbé, c'était que je m'étais dit, mais comment est-ce que ça a été filmé, quoi? Comment est-ce que c'est allé dans les choses? Comment est-ce que ça... Enfin, du coup, il a expliqué qu'en fait, il y avait ce truc où c'était pas possible techniquement de refaire la même prise avec le même texte, parce que bah en fait le jeu il sort naturellement, et comment les réalisateurs expliquaient les scènes, c'était d'en parler en disant des situations et en disant à un moment il faudrait que vous citiez ça, mais voilà quoi. Et c'est ça qui m'a perturbé, c'est-à-dire que je savais pas exactement comment le juger. Donc c'est pour ça que moi c'est un film que je vous conseille vraiment, ne serait-ce que parce que ça montre la Guyane, c'est beau la Guyane hein, quelque part, et c'est déjà aussi c'est un film qui est axé sur cette notion, cette division un peu qu'il y avait également dans les films corses, particulièrement les films qui se passent en Corse, qui est de cette notion entre l'extrême violence et l'extrême beauté d'un lieu, qui est vraiment très forte, et je trouve que le film magnifie super bien ça. Et je trouve que par exemple il y a un discours notamment prononcé par la grand-mère dans la voiture, mais les gens on n'a pas fait mieux depuis l'oncle Ben dans Spider-Man. C'est-à-dire que vraiment il y a un discours d'une sagesse et d'une force également de vie sur ce qui se passe, et sur la notion de vengeance, etc., qui est absolument magnifique, et sur comment se venger finalement d'un acte aussi atroce que la mort d'un proche, que je trouve est vraiment très beau. Donc je trouve que c'est un film que je vous conseille. Il passe dans très peu de salles, de ce que je sais. Je crois qu'il passe vraiment dans genre... Enfin moi je sais que j'ai galéré un petit peu pour trouver une salle. Mais il passe vraiment dans quasiment nulle part, hein, de ce que je sais. Je vais juste rechercher un peu où est-ce qu'il passe. Ouais, voilà, 35 séances. Hein. 35 séances, donc c'est pas beaucoup. Hein, les gens, sachant qu'il y en a beaucoup à Paris, hein, évidemment. Mais je trouve que ouais, c'est un film où vraiment... c'est un film... Si vous avez la possibilité de le voir, essayez un maximum de le voir, parce que moi je l'ai vu, j'étais très fatigué, je me suis dit ok, est-ce que je vais vraiment le voir, est-ce que je vais vraiment machin, de toute façon pour un film qui va parler à très peu de gens, etc., finalement je trouve que c'est vraiment, j'ai fait le bon choix, et je trouve que c'est vraiment un super film. Donc voilà, et encore une fois je suis perturbé par cette frontière entre documentaire et fiction, qui pour moi est toujours pas très très claire, mais ça il faudra que je recherche un peu plus.
Faut le voir plus d'une fois, peut-être. Peut-être. Mais je sais pas, il y a un truc comme ça où c'est perturbant dans les scènes et dans comment le regard de la caméra aussi un petit peu autour des acteurs et en même temps, enfin il y a plein de trucs comme ça, il n'y a pas d'indices qui font documentaire. En fait c'est ça le truc aussi, c'est qu'il n'y a pas d'indices qui font documentaire, mais il n'y a pas particulièrement d'indices qui font fiction non plus. C'est pour ça que je trouve que, parce que vous savez, il y a plein comment dire, de signifiants et de manières d'identifier qu'on fait un film documentaire. Le fait, je sais pas, de parler à la caméra, c'est un truc qu'on ne fait pas dans le film de fiction. Et il y a quand même, mais il y a des films de fiction qui essaient de broyer la réalité. Typiquement, je sais que c'est le film de 5 heures là sur la commune qui fait ça. Typiquement dans le film de fiction, bah, on joue constamment, on regarde pas la caméra, enfin que des trucs du genre et où ça donne des indices, notamment sur plein d'aspects, que c'est une fiction. Mais voilà, et c'est un peu aussi ça, Gnini. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Est-ce que c'est si important que ça de savoir si c'est un documentaire ou une fiction? Mais je suis vraiment rentré dedans comme ça. Ouais, Love Peru, je sais qu'il y a cet aspect-là apparemment. Et je pense que c'est un truc qui m'a perturbé, mais c'est une réflexion qu'il faudrait que je pousse un petit peu plus là-dedans. C'est une réflexion où il faudrait que j'aille un peu plus loin là-dessus, sur le côté... parce que vraiment, je vous le dis, ça ne donne aucun indice. C'est-à-dire que autant I Love Peru, je l'ai pas vu, mais apparemment c'est ça. C'est-à-dire que c'est une fiction, mais c'est quand même globalement axé sur le documentaire, une sorte de faux documentaire, tout ça. Donc ça, là-dessus, je comprends. Les faux documentaires, ça existe. Et les mockumentaries, du coup, l'inverse, qui est du coup des fictions, mais qui sont en format documentaire. Je pense notamment à Zelig, par exemple, de Woody Allen. Où je crois qu'il y en a un qui est sorti récemment sur Mubi, la Passengers. Enfin voilà, ça c'est des trucs où Silver Lining, là je sais plus, de Peter Jackson. Je sais qu'il y a Silver dans le nom. Mais je pense, voilà, à Bicyclette également, qui broyait beaucoup cette frontière là. Et il y a ce truc où là où je suis perturbé, c'est que autant tous ces films là que j'ai cités, ils t'établissent quand même que c'est un film de fiction ou un film documentaire. Mais là, rien n'est établi, quoi. Il n'y a aucun indice là-dessus. Et en même temps, enfin, il n'y a même pas un regard caméra, un truc du genre. Il y a des... Mais par contre, du coup, là où on se focalise peut-être plus, si on n'a pas ces questions-là en tête, c'est sur la beauté des gestes, sur la beauté des corps, sur la beauté de la musique également. Il y a toute une séquence vers la fin où c'est sur la beauté de la musique, sur la beauté de la Guyane, qui est magnifique. Et je trouve que c'est vraiment un super film à ce niveau-là. Donc c'est quand même un film que je vous conseille vraiment, si vous avez le temps, s'il passe près de chez vous, hein, également. Mais je suis encore un peu perturbé par moments. Donc voilà.